Puisque j'en suis à Marx, on me reproche souvent de jamais citer Marx alors que j'ai l'air d'être marxien. Je pas seulement l'air. Hein. Mais enfin, je vais vous citer le texte où il y a le plus de marxisme dans le moins de lignes. Parce que comme je sais que vous n'aurez pas souvent l'occasion d'entendre du Marx, je profite pour en donner un Max. Hein. Un Marx. Alors, c'est la fameuse introduction de 1859 à la, écoutez bien, contribution à la critique de l'économie politique. C'est ça le titre de Marx. Contribution à la critique de l'économie politique. D'abord modestie, hein, contribution. Voilà, c'était le titre initial du Capital. C'est pour ça que j'insiste. Avant de l'appeler le Capital, ça devait s'appeler critique de l'économie politique. Et ceci est censé en être l'esquisse. Donc c'est le Marx vraiment qui possède toute sa batterie de concepts. C'est très rare qu'il résume, donc profitons-en. Là, je vous dis le plus de Marx en le moins de lignes. D'ailleurs, vous allez voir, il introduit comme ceci. Donc, critique d'une politique 1859, préface, solennellement. Mes recherches aboutirent à ce résultat. J'invente rien. Le résultat, deuxième fois, le résultat général auquel j'arrivais et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur, par les Thésée et d'Ariane la dernière fois, de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi. 2 points, accrochons-nous. C'est moi qui rajoute. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports nécessaires, déterminés, indépendants de leur volonté. Et il y a déjà le mot déterminé, lui aussi, il est au déterminisme. Rapport de production, donc il reprend le mot rapport en précisant maintenant rapport de production, qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Je vais revenir. Hein. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Vous avez vu qu'il y a pas mal de mots récurrents. Hein. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, je m'interromps ici pour dire à ceux qui connaissent le texte, ici il faudrait faire une division. La première partie, c'est le faux. Non, je ne suis pas sacrilège. C'est un rapport marxiste idéal qui n'existe jamais. C'est ce que Marx montre maintenant dans la deuxième partie. Il y a une base qui détermine un sommet. D'accord? C'est ce qu'on a lu en gros, une base économique qui détermine tout ce qu'on a dans la tête, si vous voulez simplifier. Et maintenant, il va dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez voir, c'est plus compliqué. Le mouvement arrive, Héraclite arrive. À un certain stade de leur développement, parce que jusqu'ici on était statique, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Lorsque la révolution industrielle se produit, une nouvelle classe apparaît, la bourgeoisie industrielle, qui entre en conflit avec des rapports de production féodaux, par exemple, qui étaient basés sur l'agriculture et sur la rente foncière. Hein. Par exemple. Donc, à un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, de quoi? Des rapports de production existants, c'est-à-dire du politico-économique, on va y revenir. Ce qui est une expression juridique avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues, les forces productives, jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports, donc ces rapports sont des formes, c'est pas le contenu. Des rapports de production bourgeois, féodaux, asiatiques, on verra après, beaucoup plus anciens. Donc de formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Vous voyez, selon l'époque, un certain modèle politique peut soit exprimer la situation économique d'un État, d'une société, soit au contraire, être en conflit avec. Vous voyez comme c'est dangereux d'avoir seulement soit le rapport d'expression, le rapport d'identité, soit le rapport de contradiction. Il faut historiciser l'affaire. Et en faisant l'histoire et non pas l'historicisme, c'est ça qui devient compliqué. On n'en est pas là. Donc, je répète cette phrase un peu renversée,
de formes de développement des forces productives qu'ils étaient, avant ces bouleversements, hein, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Ben voilà pourquoi c'est bien à mon séminaire. Voilà, c'est une conjoncture de crise qu'il est en train d'exprimer. Alors c'est une époque de révolution sociale. Ça ne veut pas dire que la révolution est à notre porte, ça veut dire que la situation est objectivement révolutionnaire, ça peut durer longtemps. Hein. On ne satisfait pas les hommes par l'à peu près et l'imposture, disait Merleau-Ponty. D'ailleurs, vous allez voir, Marx va nous rendre patients tout à l'heure, dans quelques lignes. Le changement, il est toujours à commenter ces périodes où ça craque, là où on passe, vous savez, il a dit une phrase célèbre, le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie. Voilà en gros ce qu'il est en train de dire, hein, même s'il vient de montrer que c'est pas si simple. Alors, c'est une époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures. Songez qu'au niveau de la superstructure juridique, le droit, le monde du droit, on utilise encore une grosse partie du droit romain, 2000 ans après, par exemple. 2000 ans après qu'a disparu la société agraire romaine, par exemple. C'est un exemple extrême, mais a fortiori, vous voyez, pour des choses plus récentes, historiquement. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse. Ben oui, cette table, on mettait tant de temps à la faire à l'époque où c'était purement manuel, et puis on met tant de minutes à la machine. Bon. Il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater de manière scientifiquement rigoureuse, moi je dirais épistémologiquement sur un mode mesurable, j'ai pas dit mesurer, on n'a pas tout mesuré, mais mesurable. Donc il faut le distinguer de quoi? Des conditions de production économique et des formes. Écoutez bien là maintenant. Juridique, politique, religieuse, artistique ou philosophique. Bref, bon sang, bref. Il y a donc un mot qui traverse tout ça, vous le devinez. Oui. Ah, t'avais une tête à le deviner. Tu faisais semblant. Si, il y en a qui le savent. Pardon? Bien. Vous avez compris ce que Marx appelle l'idéologie. C'est ce qui traverse tout ça. Alors quand on dit qu'il y a un conflit entre idéologie bourgeoise et idéologie marxiste, les mecs, ils n'ont jamais lu Marx. Il n'y a pas d'idéologie marxiste. Marx montre que l'idéologie est toujours du côté du pipeau. Du pipeau génial, attention, ça peut être génial, ça s'appelle l'expression d'une profonde vérité, mais une vérité qui ne sait pas elle-même qu'elle dit la vérité, comme un paranoïaque délire. Mais ça ne veut pas dire qu'il dit des conneries. Ah, c'est sûr qu'il subit des menaces, mais ce n'est pas du tout celle qu'il croit. Vous voyez, c'est lui la menace. C'est pas. Il devait être sincère, Hitler, des fois, il devait être inquiet, il avait des crampes comme ça, il pensait aux Juifs, vous voyez, il pensait que c'était vraiment une menace pour le peuple allemand et tout. C'était lui la menace. C'est terrible cette inversion. Donc, c'est pas n'importe quoi, il ne faut pas dire que délire, ça veut dire n'importe quoi. Spinoza a une magnifique théorie de l'erreur, et pire encore de l'illusion, qui est autrement plus grave que l'erreur. Car l'erreur a une tasse de café et puis elle se corrige. La simple erreur. Mais l'illusion, que nous sommes au centre de l'univers et que le soleil tourne autour de nous. Ça a duré longtemps, ça. Ça, c'est pas, vous êtes d'accord que c'est pas n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a un centre et une périphérie. Ça, c'est pas idiot du tout, hein, mais c'est à l'envers. C'est le miroir, vous voyez? C'est toujours comme ça, l'illusion. Qu'est-ce qui est commun à toutes ces formes fantasmées, donc illusoires, donc inversées du réel? L'idéologie. Voilà ce qui traverse le droit, la politique, la religion, bref, la conscience. Ce que Marx a de commun avec la science, avec les scientifiques, c'est que la conscience n'est pas le lieu de la science. La conscience peut accéder à la science, mais à son corps défendant. La conscience qui a laissé des plumes quand on est passé du monde clos d'Aristote au monde infini de Galilée. La conscience qui a laissé des plumes, au point qu'un Pascal, qui lui est un immense savant, comme vous savez, un des plus grands mathématiciens de son temps, et aussi un immense mystique, n'est-ce pas? Pascal disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Lui, il assumait la révolution scientifique galiléenne, vous voyez. Donc, je continue, je reprends cette phrase et je la continue. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, le temps de travail qui a changé, n'est-ce pas, pour le même objet, des conditions de production et des formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit, de ce changement dans les rapports de production, et le mènent jusqu'au bout. C'est pas fini la crise. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi.
On le verra dans l'histoire plus tard, comment notre époque, n'est-ce pas? Comment juger notre époque? On dira, à cette époque-là, les hommes disaient que le grand danger, c'était la pollution de la planète, le réchauffement, etc. On dira ça. On dira ce qu'il y avait dans la conscience et non pas ce qui se passait dans la réalité. Pas plus qu'on ne juge un individu à l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne juge une époque sur sa conscience de soi. Sinon, ce serait simple, dites donc. Accusez, levez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis innocent, je juge. Allez, écoutez. Écoutez, si on me juge sur l'idée que j'ai de moi, je vais me défendre. Hein. Ah, moi, je sais parler de moi. Hein. Je sais vendre. Hein. Alors, il faut au contraire, expliquer le conflit il faut expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Vous voyez, là, il se répète, Marx, il tourne autour du pot décisif. Le conflit essentiel, le bon découpage, c'est celui qu'il y a entre les forces productives et les rapports de production. Donc, ne soyez pas frustrés, j'y reviendrai après à ces notions qui se répètent. Hein. C'est pas en les répétant qu'elles deviennent nécessairement plus claires. Une formation sociale, voilà, ça c'est pour les impatients. Écoutez bien, moi aussi je suis impatient, j'en ai marre. Hein. Ça c'est pour moi aussi. Hein. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. Tant qu'elle ne s'est pas donné les nouveaux moyens, hein, technologiques et tout, de passer à une nouvelle époque. C'est pourquoi, phrase célèbre, l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre. Si on se pose le problème, c'est qu'on a déjà quelque part historiquement, on vient d'écrire les moyens de leur trouver une solution. Pas dire qu'on a la solution, mais qu'on en a les moyens. Car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà, ou du moins sont en voie de devenir. Je ne vais pas faire une dépression ou faire une manif dans la rue parce que j'arrive pas à avoir ma résidence secondaire sur la planète Mars, vous voyez. Non, on n'en est pas encore là, vous voyez. C'est pas le problème du jour. À grands traits, les modes de production, dans l'ordre chronologique, asiatique, antique, gréco-romain, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d'époque progressive de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière en date, forme contradictoire du processus de production sociale. Contradictoire non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui naît des conditions d'existence sociale des individus. Cependant que les forces productives, oui, encore, qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre ces contradictions. Marx dit que la bourgeoisie crée, à son insu d'ailleurs, les moyens de résoudre les problèmes qu'elle apporte. Même si ces moyens se retourneront contre elle. Avec cette formation sociale, donc la bourgeoisie, s'achève donc, phrase intéressante, quoi? Qui peut deviner la fin de la phrase? Avec la bourgeoisie s'achève... Pardon? On est parti des rapports de production asiatiques, antiques, féodaux, bourgeois. Qu'est-ce qui s'achève? L'histoire. Qu'est-ce qu'il nous dit Pagani, là? Marx, il dit que l'histoire est finie. Non, mais non. Mais non, il ne dit pas ça. Non, mais vous allez voir. C'est qui dit ça? Qui dit que l'histoire est finie? Quel philosophe qui dit? Oui, mais enfin, il reprend ça de qui, soi-disant? De Hegel, bien sûr. Hein, c'est Hegel qui dit qu'il y aura toujours plein d'événements, c'est pas la question, mais qui se dérouleront à l'intérieur de la forme de liberté avec l'humanité moderne, avec la figure définitive. Ah non, Marx, il fait une petite nuance par rapport à Hegel. Écoutez bien, quelqu'un connaît le texte peut-être? C'est la fin de, non pas de l'histoire, mais de la... Pardon? Ah ben non, mais c'est pas très loin, parce que s'il n'y a plus de lutte des classes, il continue à y avoir des hommes et des événements, hein, mais c'est la fin de... Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. Ce que Hegel croyait être la fin de l'histoire est pour Marx le début et la fin de la préhistoire. Comme je ne suis pas souvent dans les différents Hegel-Marx, profitez-en. Parce que quand on ne sait pas encore ce qu'il y a de commun, il vaut mieux commencer par acquérir ça d'abord. Hein. Voilà. Texte remarquable. Donc, je dis quand même au passage que les deux concepts qui reviennent le plus souvent, concepts spécifiquement marxistes de force productive et de rapport de production, il n'est pas le seul à parler de production, il est le seul
à voir dans l'affrontement de ces deux catégories le moteur de l'histoire, à chaque moment de l'histoire. Or, il faut y regarder de plus près. Si vous regardez bien, philosophiquement maintenant, je fais une lecture philosophique, les forces productives, c'est matériel, il passe son temps à le dire. C'est le moulin à bras, puis après c'est le moulin à vapeur, le moulin électrique, j'en sais rien, moi, je veux dire, les moulins laser, comment? Voilà, tout à fait, c'est la technique. Alors maintenant on dit technologie pour faire un grand mot, oui, c'est ça, bien sûr. Donc, alors bien sûr, c'est vrai que technique, le silex éclaté, c'est déjà une technique. Hein. Les technologies, c'est peut-être quand il y a une théorie qui est incarnée dedans, un petit détour mathématique, pourquoi pas. Hein. Mais peu importe, tout ça, c'est le monde des moyens matériels. Avec les rapports de production, on change complètement de catégorie. C'est plus du tout le monde matériel et technique et économique, c'est le monde politique. Les rapports de production soit féodaux, soit bourgeois, soit asiatiques chez Marx. Et il insiste, il dit que c'est les rapports de propriété. Car selon que le tracteur appartient seulement aux seigneurs, je dis n'importe quoi, hein, si les tracteurs, c'est que les seigneurs ont déjà disparu, ce qui confirme d'ailleurs Marx, si vous regardez bien. Appartient aux seigneurs du lieu, aux propriétaires de latifundia, si vous préférez, n'est-ce pas, de grandes propriétés foncières, du sud de l'Italie ou du nord de l'Allemagne, les deux pays où il y a eu le fascisme. C'était intéressant. Il y a des logiques dans l'histoire. Donc, selon que le tracteur appartient au seigneur du lieu ou à la collectivité comme une coopérative, ça ne donne pas du tout la même société. Voilà ce qu'est en train de dire Marx. Le tracteur, c'est la force productive. Le rapport de propriété dans lequel il s'inscrit, c'est les rapports de production. Vous voyez maintenant la nuance, ce n'est pas une petite nuance. Tout est là. Et il y a un troisième terme. Je ne relis pas tout le texte, on n'a pas le temps. Hein. Il y a les forces productives qui déterminent des rapports de production. Le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie, tendanciellement. Hein. Ce n'est pas en 1624, le 31 décembre à minuit, qu'on passe de l'un à l'autre. Hein. Bon. Tendanciellement. Le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie. Donc les forces productives matérielles, il faut commencer par là. Vous voyez, le jeu de construction, le jeu de Lego donne un certain rapport de production. Et la relation des deux, le rapport des forces productives au rapport de production, donne un monde que Marx appelle le mode de production. Il y a 3 fois le mot production. Force productive dans l'ordre, rapport de production selon la propriété où se répartissent les forces productives, et enfin le mode de production. Là, on arrive à l'histoire, car l'histoire n'est pas faite soit de pure économie, soit de pure politique séparée l'une de l'autre. Le mode de production, c'est un monde politique déterminé par une certaine structure économique. Bon, c'est des notions familières à chacun, mais j'ai essayé de les mettre dans l'ordre cette fois-ci. Donc, force productive. Rapport de production selon le système politique avant tout. De propriété, c'est là qu'il faut insister quand Marx est politique. C'est-à-dire le système juridique de la propriété où s'inscrivent ces forces productives. En gros, elles sont collectives ou elles sont privées, hein, grosso modo. Avec toutes les nuances entre les deux. Coopérative, communautaire, régime. Troisièmement, la conjugaison des deux, les forces productives et les rapports de production, constitue une réalité historique maintenant qu'on appelle un mode de production. Et il illustre mode de production asiatique quand c'est le problème de l'eau, je vous le dis tout de suite. Hein. Ce qu'il appelle mode asiatique, vous pouvez l'appliquer à l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, tout dépend de la circulation de l'eau. Demandez aux gens du Sahel, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Et bien sûr, vous voyez l'importance du riz, de l'alimentation, des rizières et donc de la circulation de l'eau. C'est le mode de production asiatique, la répartition de la production foncière. J'arrive. Hein. Et puis le mode de production antique, essentiellement esclavagiste de l'Antiquité méditerranéenne, hein, que ce soit égyptienne, romaine, grecque, etc. C'est pas ethnique, hein, c'est pas les orientaux ou les machins, c'est des fantasmes. Et enfin, le mode de production féodalo-chrétien, hein, et puis le monde bourgeois. Ce sont des modes de production, ça. Ce n'est pas des forces productives, ce n'est pas non plus des rapports de production, ce sont carrément des modes de production. Donc à chaque fois, on part des briques et on arrive à des choses de plus en plus concrètes. Avec les briques, on fait des murs, avec les murs, on fait une maison. Il y a la maison chinoise, le mode de production asiatique, il y a la maison, c'est une métonymie chinoise. Il y a la maison orientale, et au sens historique, hein, égypto-chaldéenne, hein, pas au sens d'aujourd'hui, hein, il y a des Irakiens qui sont plus modernes que moi, qui sont des ingénieurs nucléaires, hein. Et ainsi de suite, et le mode de production féodal, etc., et bourgeois. Oui.